La santé mentale et le travail, comment prévenir l'épuisement professionnel? Comme je vous le disais, c'est un sujet qui touche de plus en plus de personnes, en numéro 1, donc c'est un sujet majeur. En numéro 2, c'est évidemment quelque chose qui lie santé mentale et travail, d'accord? On va essayer de faire de la prévention, essayer d'empêcher que cette santé mentale ne se détériore, d'accord? Mais ce sujet nous concerne toutes et tous. Étudiants, salariés, chefs d'entreprise, en recherche de travail. En fait, ce n'est pas simplement quelqu'un qui aurait une activité professionnelle et ça serait en train de se compliquer. Non, c'est beaucoup plus global que ça. Et ici, comme vous le savez, la mission, l'ambition de la chaîne YouTube, l'ambition de ce qu'on fait ici, c'est de parler de médecine de manière simple, accessible, avec des sources fiables, et une fois de plus, à la fin, vous aurez toutes les sources que j'utilise, et avec des conseils pratiques. Donc, enfin, les objectifs de ce live sont nombreux. Premier objectif, c'est déjà, pourquoi est-ce que la santé mentale, déjà, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que la santé mentale? Pourquoi est-ce que c'est un sujet important? Ensuite, on entrera dans le cœur du sujet, et on s'intéressera à reconnaître les signes de l'épuisement professionnel et à bien distinguer ce que c'est que le stress chronique et l'épuisement professionnel qu'on caractérise aussi en burn-out. Donc, une fois qu'on a reconnu les signes, en médecine c'est assez simple, hein. Une fois qu'on reconnaît les signes, qu'on arrive à identifier ce qui se passe, on essaye d'apporter des solutions, idéalement en prévention. Donc, vous connaissez l'adage, hein, mieux vaut prévenir que guérir. Donc en prévention, mais également on peut être amené à accompagner des personnes qui rencontrent déjà ces difficultés. Donc quelles solutions concrètes on peut apporter? Je commence directement avec une source incontestable, j'ai envie de dire, l'OMS. L'OMS qui, dès 2001, un peu avant, mais en 2001, nous sort un rapport, World Health Report 2001, Mental Health, New Understanding, New Hope. Donc, rapport sur la santé dans le monde en 2001, la santé mentale, nouvelle conception, nouveaux espoirs. Donc en 2001, l'OMS se rend compte qu'il y a un enjeu de santé publique mondiale autour de ce qu'est la santé mentale. Et il nous propose une définition de ce qu'est la santé mentale, c'est-à-dire un état de bien-être mental qui nous permet d'affronter les sources de stress de la vie, du quotidien, de réaliser notre plein potentiel, de bien apprendre, de bien travailler et de contribuer à la vie de la communauté quelle qu'elle soit. Donc c'est-à-dire que quand je vous dis ça, c'est la définition de l'OMS que je viens de vous donner. Quand je vous dis ça, on comprend bien que la santé mentale, ça ne se résume pas à simplement dire « Ah bah tu n'as pas de maladie psychiatrique par exemple, ou tu n'as pas de handicap psychique, ou tu n'as pas de handicap intellectuel. » Non, c'est quelque chose de global. La santé mentale fait partie du bien-être général. Et en cela, elle est essentielle pour qu'un individu puisse faire face aux sources de stress auxquelles il ou elle est confronté, qu'il puisse se réaliser dans son plein potentiel, qu'il puisse contribuer à la vie de la communauté, quelle qu'elle soit. Et en cela, évidemment, cette santé mentale, elle fait partie intégrante de la santé au global, en fait. Si on réfléchit un petit peu par rapport à cette définition large que nous propose l'OMS, on comprend bien donc que la santé mentale, elle est à la fois déterminée par des pressions et des vulnérabilités d'ordre individuel, social et collectif. Puisque, évidemment, chacune ne réagit pas de la même manière, chacune ne vit pas dans les mêmes sociétés. L'OMS, il faut bien imaginer qu'on ne parle pas que des pays, par exemple, occidentaux, hein. Quelle est la conception de la santé mentale
en France versus les États-Unis, versus le Nicaragua, versus le Japon, versus la Russie, versus je ne sais pas quel autre pays, évidemment on comprend bien qu'il y a des variables d'ordre individuel, social, culturel, structurel, sociétal, qui vont avoir un impact sur cette santé. Donc voilà. Et elle rappelle également que l'OMS à ce moment-là rappelle également que la santé mentale est un droit fondamental de tout être humain. Bon, ça c'était 2001. 2001, l'OMS dit il est urgent d'agir dans le domaine de la santé mentale et selon elle à l'époque, il existe des stratégies abordables, des stratégies efficaces et réalisables pour promouvoir, protéger et rétablir la santé. C'est-à-dire que il est à la fois urgent de le faire, donc c'est écrit tel quel dans le rapport, hein, c'est l'un des enjeux du XXIe siècle, un des enjeux de la santé, de prendre en compte la santé mentale. Et en plus de ça, on a des moyens pour agir. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé ? En 2013, les États membres de l'OMS adoptent un plan d'action, un plan d'action global pour la santé mentale. Au travers de ce plan d'action, l'idée c'était que tous les leaderships, toutes les formes de gouvernance puissent mettre en place des plans d'action, promotion, santé, et mettre aussi en place des systèmes d'information et développent la recherche sur ces questions. Donc au niveau des États. Ce plan dure 7 ans, avec des avancées plus ou moins importantes, en fonction des pays, en fonction déjà des continents, des cultures, des pays, des organisations, des moyens qui sont alloués. Ce qu'on constate en 2020, c'est que la conception des soins en santé mentale a hélas trop peu évolué par rapport à l'objectif qui était fixé. Et autre chose qui inquiète beaucoup plus l'Organisation mondiale de la santé, c'est que les menaces mondiales pesant sur la santé mentale sont omniprésentes, voire sont en explosion. On a une accentuation des inégalités socio-économiques. On a la réémergence de conflits prolongés, la surreprésentation de violence, et ces ensembles d'urgences freinent toutes, enfin pas toutes, mais freinent en partie les progrès sur ces questions. Ce qui fait qu'aujourd'hui, par rapport à ces menaces mondiales qui sont en augmentation, l'OMS nous indique, dans un rapport notamment de 2022, donc 21 ans après celui dont je vous ai parlé, qu'il est essentiel que le statu quo est tout simplement impossible, c'est-à-dire que les enjeux sont beaucoup trop forts, et qu'il faut impérativement que ce sujet soit un sujet premier pour les structures, pour les organisations, pour les pays et pour les entreprises, enfin pour toutes les structures, pour les individus aussi. Il faut absolument transformer la santé mentale pour tous. C'était le titre du rapport de juin 2022. Donc tous ces éléments juste contextuels pour vous dire qu'il y a une prise de conscience au plus haut niveau des autorités de santé mondiales pour mettre ce sujet au cœur du débat des sociétés. Donc voilà, donc chaque action que chaque individu, chaque association, chaque structure publique ou privée peut faire pour mettre en avant la thématique de la santé mentale va dans le bon sens. Pour commencer déjà, j'aimerais qu'on prenne un temps pour savoir de quoi on parle. Parce que quand on dit épuisement professionnel ou burn-out,
c'est en réalité quelque chose qui est la conséquence d'une exposition prolongée à un ensemble de facteurs de risques psychosociaux. Là, j'ai dit plein de gros mots que je vais expliquer, mais je vais le dire de manière beaucoup plus simple. On a notre vie qui se déroule normalement, et dans notre vie du quotidien, on peut être amené à avoir, à rencontrer des stimuli, des moments temporaires où on est face à un élément qui va nous stresser. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, il y a une source, il faut absolument que je sois à l'heure et je suis en retard, ça va me stresser. Il y a un examen, je dois passer un examen important si je suis étudiant, ça va me stresser. Dans mon travail, je dois préparer un entretien d'embauche, je suis stressé, etc. Bon, on arrive, ça vient perturber notre équilibre habituel de vie. Mais c'est un stress qu'on va considérer comme normal, c'est-à-dire qu'une fois que la source du stress aura disparu, une fois que ça sera réglé, eh ben ça sera terminé, on n'y pensera plus. Une fois qu'on aura préparé notre entretien d'embauche, qu'on l'aura passé, qu'on l'aura réussi ou raté, dans tous les cas, ça sera terminé. La phase de stress de l'entretien, par exemple, sera terminée. Donc ça, c'est le niveau 1, c'est le niveau de stress physiologique qu'on a depuis toujours et qui donne un pic d'adrénaline au moment où on est confronté à la situation. Ensuite, il y a un deuxième niveau qui est le stress chronique. C'est quelque chose qui apparaît lorsqu'on a une série d'événements qui vont rendre notre vie beaucoup plus... qui vont rendre notre vie assez compliquée. On va avoir un état de fatigue qui va persister malgré le repos. C'est pas forcément lié au travail, hein. Ça va être par exemple, dans la phase de stress chronique, c'est j'ai 3 enfants dont je dois m'occuper. Imaginons que je sois père célibataire. J'ai 3 enfants dont je dois m'occuper. Il faut que le plus petit, j'aille le chercher à 17h. Il faut que la plus grande ait son cours d'escalade à 19h, j'en sais rien. À côté de ça, il faut que je puisse m'occuper d'un de mes parents qui est malade aussi. Donc c'est plein de choses en fait qui viennent se surcharger. Mais ce n'est pas forcément lié au travail. Mais par contre, ça fait que je tire sur la corde en fait. Ma vie est ainsi faite que je suis toujours en train de tirer sur la corde. Je suis toujours... je rentre dans un état de stress chronique, de fatigue qui demeure, qui persiste, même lorsque ça n'est pas lié au travail. Et enfin, il y a une phase qu'on appelle, donc vous voyez, hein, on voit ici la durée, donc la phase de stress chronique dure. Généralement, ce que je vous décris là finit par avoir un impact aussi sur le travail, donc on va avoir une détérioration aussi au niveau du travail, on va avoir des complications au niveau du travail, et il peut y avoir une phase qu'on va appeler d'effondrement, où d'un seul coup, et là c'est purement par rapport au travail dont on va parler aujourd'hui, mais il peut y avoir une phase d'effondrement qu'on va appeler le burn-out. C'est le moment où j'y arrive plus, je lâche, et là c'est lié au travail, c'est marqué par un épuisement émotionnel, une sensation de détachement ou même voire de cynisme envers son travail, et qui va prendre des aspects différents. Si je vous le présente maintenant sous une forme un peu différente, avec ce petit tableau, la phase 1, ça serait le stress aigu, donc phase de lutte ou de fuite, je me bats ou je prends mes jambes à mon cou, bah oui, bah je me bats, tiens, j'ai cet entretien, je vais me battre pour l'avoir, je vais me battre pour réussir, j'ai cet examen, je vais me battre pour réussir, ou alors, bah non, finalement c'est trop dur, j'abandonne, ok. Bon, c'est de quelques secondes à quelques heures, pas de problème. Dans les symptômes, on a le cœur qui s'emballe, les mains moites, la transpiration. En fait, c'est l'activation du système sympathique, qui est un système ancestral, un système nerveux ancestral qu'on a. Et grosso modo, c'est le système du danger là qui s'active. C'est Mayday, Mayday, on est en danger. Donc le cœur s'emballe, les mains deviennent moites, on transpire. C'est comme si
si vous voulez, c'est la phase de stress aigu et l'activation du système sympathique. C'est comme si d'un seul coup, on est dans une caverne, on rencontre un dinosaure, on se dit oulala, c'est pas bon, et on court. Donc c'est pour ça qu'il y a un pic d'adrénaline, qu'on a le cœur qui bat, etc. Et puis dans les exemples là, on a par exemple un examen, voilà, prise de parole en public pour les personnes pour lesquelles c'est quelque chose de difficile. Il faut savoir que 8 personnes sur 10 ou 9 personnes sur 10, je sais plus, détestent la prise de parole en public. Un accident, quel qu'il soit, un premier baiser, voilà, des choses comme ça. Mais donc, on est d'accord que tous ces exemples-là, bien qu'ils puissent, au moment où ça arrive, ça puisse donner ce petit coup d'adrénaline et cette petite peur, bon bah une fois que ce premier baiser s'est bien passé, une fois que l'examen est passé, on retrouve notre état normal. Ok. La phase 2, comme je vous le disais, c'est la phase je tire sur la corde. Je tire sur la corde, c'est une phase de résistance. Là, on est de l'ordre de quelques jours à quelques années en fonction de l'intensité du stress qui va s'accumuler sur vos épaules et de votre capacité individuelle, de votre résilience, de votre résistance par rapport à tout ça. Et pour le coup, dans les symptômes, on commence à voir des choses différentes. Donc, déjà, d'un point de vue hormonal, on a un taux de cortisol qui augmente dans le corps humain. Ensuite, on a une augmentation de la tension artérielle. On va avoir une diminution de la concentration. On va avoir tendance à faire des hyperglycémies. On va avoir tendance à avoir un système immunitaire qui va fatiguer. Ah oui, parce que c'est assez logique. Notre système immunitaire, c'est le système qui nous protège des dangers de l'extérieur, grosso modo. Mais puisque on fait subir, ou notre corps subit de manière continue un stress intense, notre système immunitaire se fatigue. Et donc, on va avoir aussi des diminutions de fabrication hormonale. On peut commencer à voir apparaître des troubles du sommeil, voire des troubles de l'humeur. Par exemple, de l'irritabilité. Bah oui, je m'énerve rapidement. Des troubles de l'humeur, des pertes de plaisir, des choses comme ça. Au niveau des exemples, là, c'est ce que je vous disais, bah, c'est au niveau de la charge mentale quotidienne avec, par exemple, des disputes répétées avec ses enfants, son conjoint, ses collègues, si on a une pression financière qui est importante et si on a également une surcharge de travail. Et la troisième phase, celle dont nous on va parler principalement aujourd'hui, c'est vraiment la phase d'effondrement, d'épuisement total, qu'on appelle le burn-out également. C'est la phase où on dit je n'ai plus l'envie, je n'ai plus la force de rien. Je suis épuisé, je suis au bout. Je vois pas de possibilité d'amélioration et j'en peux tout simplement plus. Donc elle apparaît, c'est pareil, elle apparaît soit au bout de quelques mois, à quelques années, ça dépend des personnes. Ce qu'on retrouve, et on verra les symptômes après, hein, ce qu'on retrouve là pour le coup, c'est une fatigue intense. Donc c'est des personnes qui vont avoir besoin de dormir 10, 12, 14 heures par jour, qui en se réveillant seront encore fatigués, vont commencer à présenter de l'anxiété, soit quand elles sont éveillées, soit quand elles dorment, qui vont pouvoir prendre l'apparence de cauchemars, des insomnies, on pourra avoir des complications avec des signes de dépression, donc l'anédonie par exemple, la perte de plaisir, une anesthésie émotionnelle complète, ce qui est très très grave. On peut aussi avoir l'apparition de symptômes physiques. On peut somatiser, on peut avoir l'apparition de migraines, donc de céphalées ou de migraines, des maux de tête. On peut aussi avoir des douleurs projetées sur ce qu'on appelle des organes nobles. On peut avoir des douleurs au niveau de la cage thoracique, on peut avoir des douleurs au niveau du ventre. Et on a un désintérêt complet pour tout. En fait, plus rien ne nous fait aucun plaisir. Et en termes d'exemple, là, va être quelqu'un qui ne va pas se lever, qui va rester au lit du matin au soir, ce qu'on appelle la cléophilie en psychiatrie. Une hypersomnie, un besoin de dormir beaucoup, et malgré tout de continuer à être fatigué. Et on a vraiment le corps et le mental qui lâchent
à force d'avoir trop lutté. Et nous, on va s'intéresser à cette phase-là. L'objectif, aujourd'hui, c'est de comprendre davantage ce que c'est que le burn-out. Je vous ai dit que le burn-out, c'était un état d'épuisement émotionnel, mental, physique, lié à un stress professionnel chronique, là pour le coup, mais qui ne se limite pas simplement à la fatigue. On a déjà un peu parlé. Il ne se limite pas simplement à la fatigue. C'est beaucoup plus complexe que cela. Et surtout, si initialement c'est lié au travail, les conséquences, elles, sont beaucoup plus complexes et touchent toutes les sphères de la vie de la personne, personnelle, professionnelle. Et justement, on va regarder tout de suite quelques symptômes. Donc, dans les symptômes qu'on retrouve, on va retrouver de manière quasiment systématique. Alors, un manque, soit on retrouvera une perte d'appétit, soit on retrouvera une hyperphagie, c'est-à-dire qu'on va avoir on va avoir l'apparition des troubles du comportement alimentaire. Généralement, c'est une perte d'appétit, mais il peut y arriver que ça soit l'inverse. On va retrouver des insomnies, c'est ce que je vous disais. On va retrouver des maux de tête, donc des céphalées, maux de tête, prise ou perte de poids en fonction du gain ou du manque d'appétit. Et au niveau psychologique, on va retrouver cette irritabilité, cette anxiété. On va retrouver aussi un sentiment d'échec et une frustration fréquemment, puisque on verra un peu les facteurs de risque un tout petit peu plus loin des personnes qui sont plus ou moins à risque de rencontrer ce problème au cours de leur vie. Mais pour beaucoup d'entre elles, sont des personnes qui étaient très investies dans leur travail, qui sont très motivées dans leur travail, qui trouvaient du sens dans leur travail jusqu'à un certain moment où d'un seul coup ils n'arrivaient plus à en trouver. Et donc il y a une frustration et un sentiment d'échec, je n'ai pas réussi alors que je faisais j'aurais dû réussir. Il y a un sentiment un peu de culpabilité qui arrive. Et une démotivation qui vient en plus. Au niveau des facteurs de risque, justement, ce qui est important, c'est, ce qui est même crucial, c'est de se dire que le burn-out n'apparaît pas soudainement. C'est ce qu'on se disait juste avant. C'est par rapport au graphe qu'on a vu, c'est l'exposition sur du long terme à, et on le retrouve là, une charge de travail excessive. Donc, si ça ne se développe pas soudainement, ça veut dire qu'a priori, il y a une accumulation de plusieurs choses qu'il est important de reconnaître pour pouvoir les prévenir, justement. C'est l'accumulation de plusieurs facteurs de risque. On peut les appeler facteurs de risque, on peut les appeler facteurs de risque psychosociaux. C'est comme ça que généralement on les appelle pour ces troubles. Et une fois qu'on arrive à les identifier, eh bien, charge à nous, puisqu'on peut tous être amenés à être confrontés à ça, charge à nous, avec des outils qu'on va voir ensuite, ensemble, d'essayer de travailler sur soi, ou même si on le peut au sein de son entreprise, en étant force de proposition, ou de sa structure, ou de son école, ou peu importe, pour éviter le risque du lâcher prise en fait. Donc le premier des facteurs de risque, c'est la charge de travail excessive. La charge de travail excessive, ça va être des demandes de travail excessives en termes de volume, c'est-à-dire qu'on va donner beaucoup trop de travail. Votre chef, votre patron, votre prof, peu importe, va vous donner beaucoup trop de travail par rapport à votre capacité de l'absorber. Ou alors, si c'est pas une question de volume, ça peut être aussi une question de délai. C'est-à-dire qu'on peut vous donner une quantité de travail qui en réalité est absorbable, mais on va vous dire « Ah ouais, mais il faut que ça soit fait pour demain ». Alors qu'en réalité, il vous faudrait peut-être 2 ou 3 jours ou une semaine pour le faire, je ne sais pas. Donc, lorsque la charge de travail, donc la charge c'est à la fois la quantité et le délai,
lorsque la charge de travail est excessive pendant un long moment, là pour le coup, on risque véritablement enfin, c'est l'un des premiers facteurs de risque. Ensuite, on a les conflits de valeurs. C'est-à-dire que il peut nous arriver de travailler pour quelque chose, pour une entité, pour une entreprise, pour une structure, avec laquelle initialement on est en phase. C'est-à-dire que on aime profondément notre métier, on aime profondément ce qu'on fait, mais la manière dont on nous le fait faire, ou les conditions ont changé et font en sorte que on ne se retrouve plus dans les valeurs qui initialement nous ont fait commencer notre objectif, notre travail, et la manière dont on l'exerce aujourd'hui. Moi, vous voyez, d'un point de vue personnel, c'est des questions que les soignants à l'hôpital se posent tous les jours, ça. Enfin, que pas tous les soignants, je vais pas prétendre me parler au nom de tous les soignants, mais le conflit de valeurs, par exemple, pour l'avoir vécu, c'était pas dans mon CHU actuel, donc en plus je suis très libre pour en parler, mais un conflit de valeurs, vous voyez, c'est par exemple le fait d'être dans un service de soins palliatifs à Carcassonne, et d'avoir la direction qui prend une décision unilatérale de limiter la quantité de petites plaquettes de beurre qu'on peut être amené à distribuer chaque jour pour les petits déjeuners aux patients qui sont en fin de vie. Et ben ça, pour le coup, c'est quelque chose que toute l'équipe soignante n'est pas en capacité de comprendre. La direction a certainement ses obligations par ailleurs, hein. Mais c'est ça le conflit de valeurs. Le conflit de valeurs, c'est l'équipe soignante qui dit nous, notre métier, c'est les soins, et vous, la direction, par exemple, vous nous empêchez de faire correctement notre travail. Et ce faisant, on a l'impression de ne pas apporter les bons soins à nos patients. Et si ça, c'est trop fréquent et qu'on y est confronté, enfin on y est confronté pendant une longue période, etc., bah, ça peut expliquer aussi une fatigue des personnels, par exemple de santé. Moi je vous parle de ça parce que c'est un sujet que je maîtrise. Et oui, Lucie, par exemple, des objectifs de production, voilà, ça c'est un super exemple. Sur la charge excessive de travail, si on a des objectifs de production en disant, je sais pas, je vais simplifier, mais je vais dire, on est une entreprise de 30 salariés et on produit chaque année 50 000 paires de chaussettes. Et l'année d'après, on reste à 30 salariés, on ne fait aucun investissement pour améliorer les machines, etc. L'année d'avant, on a juste réussi à atteindre notre objectif, et l'année d'après, le conseil d'administration dit bon bah, on doit en faire 60 000, au lieu d'en faire 50 000, on reste à effectif constant, et on donne pas plus de moyens aux équipes pour atteindre l'objectif. Et ben voilà, le fait qu'il y ait des objectifs de production qui ne soient pas en adéquation avec le matériel, avec les effectifs, avec tout ça, ça fait partie de la charge de travail excessive. Dans les facteurs de risque du burn-out, on a parlé de la charge de travail, on a parlé des conflits de valeurs, il y a le déséquilibre entre le travail et la vie personnelle. C'est-à-dire lorsque la frontière entre le travail et la vie personnelle devient très floue, devient très poreuse, et qu'il est difficile de se ressourcer à la maison et de récupérer. Vous voyez par exemple, quelque chose qui est très marquant par rapport à ça, c'est que suite au Covid, beaucoup d'entreprises et de structures qui ne l'avaient pas encore fait, des structures publiques, ont enclenché des grandes vagues d'hybridation de l'activité professionnelle, comme on l'appelle, c'est-à-dire quelques jours sur site et du télétravail. En France, on était très en retard, hein. Quand je vivais aux États-Unis en 2010, le télétravail, ou quand j'étais dans les pays nordiques, le télétravail c'était quelque chose d'extrêmement développé. Mais en réalité, il y a plein de manières de le voir, mais une des manières de le voir et sur lequel il y a eu des recherches importantes, c'est de voir à quel point, lorsque une partie très importante de notre activité est en télétravail,
si on n'arrive pas à se fixer soi-même des bornes, et ça dépend donc de notre tempérament, si on n'arrive pas soi-même à se fixer des bornes, en réalité, les salariés ont tendance à travailler davantage que s'ils étaient sur site. Parce que déjà, il n'y a pas les temps de trajet. Ensuite, pour beaucoup d'entre eux, quand ils allument leur ordinateur, ils sont, il y a le fait qu'ils apparaissent pour que leur décompte de temps commence. Et donc le fait que chez soi, ça devienne aussi le travail, ça devienne le bureau. Le bureau rentre à la maison. Alors, ça avait déjà été le cas avec l'avènement des smartphones, le fait que les mails soient consultables facilement, etc. Mais l'hybridation du travail peut également apporter un déséquilibre important entre la vie professionnelle et la vie personnelle si, en tant que personne, on n'est pas armé pour savoir dire qu'à partir de telle heure je ne réponds plus au téléphone, avant telle heure je ne commence pas à travailler, je m'accorde mes moments de pause pour déjeuner, etc. etc. Donc c'est un autre aspect. Le manque d'autonomie aussi. Le manque d'autonomie qui est juste là. Le manque d'autonomie dans la prise de ses décisions, quelles qu'elles soient, des décisions professionnelles, le fait qu'il y a un manque de contrôle dans son activité, lorsque par exemple on a, je reprends l'exemple d'un manager, mais d'un encadrant, lorsqu'on a quelqu'un au-dessus de soi qui fait du micromanagement et qui revient derrière toutes les activités qu'on fait pour être sûr que c'est bien envoyé, pour être sûr que c'est bien fait, que ceci, que cela, eh bien ça va venir perturber profondément, profondément nous perturber. Ça va générer du stress de se dire oh là là, mais si je fais quelque chose de pas bien, en plus si je fais une erreur, on fait tous, je sais pas si vous savez, mais statistiquement on fait tous entre 3 et 5 erreurs par heure. Donc, mais c'est statistique, hein. Des petites ou des grosses, mais on fait tous entre 3 et 5 erreurs par heure. Donc oui, ça peut arriver qu'on en fasse. C'est même logique. Il y a que ceux qui font rien qui ne font pas d'erreur. Et donc le fait de se dire que tout ce qu'on fait, il y a quelqu'un qui va être là pour revérifier derrière soi, etc., ça accroît une fois de plus le stress. Et en plus, et c'est plutôt bien parce que c'est lié avec le point numéro 5, ça contribue aussi à faire perdre de la motivation en disant bon bah de toute façon il y a quelqu'un au-dessus qui va revenir revérifier tout ce que je fais, de 1. Et en plus, ça veut dire que ce que je fais, fondamentalement, on ne reconnaît pas les efforts que je fournis, on ne reconnaît pas mon travail, on ne reconnaît pas mes accomplissements. Et donc, bah, fondamentalement, j'ai pas envie. J'ai pas envie d'en faire. J'ai pas envie d'en faire plus. Enfin, j'ai même pas envie de faire le minimum, puisque de toute façon, je suis dans un cadre dans lequel, dans un monde terrible, hein, dans lequel on donne trop de travail avec des deadlines impossibles, dans lequel il y a des conflits de valeurs, où je ramène du travail à la maison parce que j'ai pas le temps de tout faire au travail, ou alors de toute façon je suis en télétravail, donc chez moi c'est le travail. Par ailleurs, tout ce que je fais est recontrôlé par quelqu'un. Ah non, donc du coup, il y a une perte de motivation, une perte de sens complet dans mon activité. Donc c'est un autre point vraiment essentiel. Ensuite, on va avoir au niveau de la gestion du temps, quelque chose aussi qui peut... au niveau de la gestion du temps, le grand souci, c'est que si on n'a pas une organisation de travail qui nous permet d'accomplir nos tâches régulières, on peut vite se laisser submerger par l'ensemble en fait, hein, par l'ensemble des tâches qu'on a accomplies au cours d'une journée, parce qu'on a tous pas mal de boulot, et donc la mauvaise gestion de temps et la mauvaise gestion des priorités va entraîner une pression constante, et en plus va nous rajouter de plus en plus de travail et de plus en plus de pression pour accomplir nos missions. En autre facteur de risque psychosocial, on a l'ambiguïté des rôles. Lorsque dans une structure, quelle qu'elle soit, les rôles sont mal définis, les rôles de travail sont mal définis, ça entraîne de la confusion. Là où il y a de la confusion, il y a de l'incertitude. Là où il y a de l'incertitude, il y a du stress.
Mais il y a l'environnement de travail. C'est-à-dire que l'environnement de travail, comme dans toute structure, on en est co-responsable. On est co-responsable de l'environnement de travail. Quand on arrive et qu'on dit bonjour à tout le monde, qu'on essaye un peu d'être sympathique, etc., sans devenir amis, hein, c'est pas l'objectif, c'est sûr que c'est beaucoup mieux que lorsqu'on est dans un environnement de travail où les messes basses et les mots d'oiseaux volent de partout, lorsque ça existe des comportements de personnes qui harcèlent, pire, lorsqu'il y a des milieux où on voit des discriminations, lorsqu'il y a des relations interpersonnelles qui sont particulièrement tendues, bien, tout ça, évidemment, contribue aussi au risque du burn-out. En toute honnêteté, l'environnement de travail, on en est co-responsable, c'est-à-dire que on peut essayer. Je pense qu'on a hélas tous connu des environnements de travail plus ou moins agréables. Si on constate que l'environnement de travail est trop toxique et qu'on a fait ce qu'on pouvait et que on ne peut rien changer, parce qu'on ne peut pas changer tout seul tout un environnement, c'est impossible, et que ça pèse lourdement dans vos vies, le plus important, c'est d'essayer de s'en extraire. Vous avez la possibilité d'en discuter. Alors, vous pouvez en discuter avec votre encadrement, mais l'encadrement peut faire partie du problème, parfois. Il existe la médecine du travail, il existe dans certaines structures des syndicats, il peut exister le DP, donc le délégué du personnel, ça dépend des tailles de structure dans lesquelles vous êtes. Si vous êtes à l'école, puisque je vous ai dit au tout début, ce dont on parle, tout ce dont on parle là, ça peut être aussi au lycée, ça peut être aussi en école supérieure, ça peut être même au collège, hélas. Hein. Le harcèlement au collège, c'est un sujet dramatique. Bon, la première chose, c'est d'en parler. La première chose, c'est d'en parler, d'essayer de trouver, et c'est pas facile, hein. Quand je dis ça, je sais que c'est pas facile, mais essayer de trouver les bonnes personnes ressources qui vont pouvoir essayer de faire changer la situation. Si la situation ne peut pas être changée, parce que, hélas, il faut accepter aussi le fait que, comme je vous le disais, on est co-responsable de l'environnement dans lequel on évolue, mais donc, si on est co-responsable, on n'est pas unique. À ce moment-là, il faut partir, c'est déjà à extérioriser, à exprimer, et dire que tout ce que je vous décris depuis tout à l'heure, ça peut nous arriver à toutes et à tous à un moment de notre vie. Et c'est pas un signe de faiblesse, du tout. On peut tous avoir un moment de notre vie, un moment où on nous demande trop de travail en peu de temps, pendant longtemps, où on s'y retrouve plus du tout, et donc on en fait beaucoup plus à la maison, et à la maison ça devient compliqué, et en plus de ça, on a l'impression que tout ce qu'on fait, à chaque fois, c'est revérifié derrière, et que on nous prend, que le travail qu'on fait, finalement, tout le monde s'en fout, et qu'on n'est absolument pas reconnu pour nos efforts, qu'en plus de ça on peut avoir une mauvaise organisation ou une organisation un peu difficile et on n'arrive plus à prioriser, dans un environnement de travail toxique. Ça peut arriver à n'importe qui. Donc voilà. Dans un monde idéal, on arrive à avoir un soutien. On arrive à avoir quelqu'un qui va participer qui va réussir à nous aider. Mais, hélas, ici, en autre facteur de risque, on a le manque de soutien. C'est le moment où on arrive à exprimer, on arrive à extérioriser toutes ces difficultés, mais on n'a pas de soutien de la part de ses collègues, des autres élèves par exemple, des autres étudiants, on n'a pas de soutien de sa hiérarchie, on n'a pas de soutien de l'entreprise. Les réponses apportées par les structures institutionnelles qui sont censées être là pour apporter du soutien, comme la médecine du travail, comme les syndicats, comme les DP et autres, ne sont pas en capacité d'apporter la réponse qu'on attend. Et ça aussi, le fait de se dire je suis tout seul par rapport à tout ça, participe au risque de burn-out. Ensuite, il y a des facteurs de personnalité. Là, pour le coup, on n'est pas tous égaux, puisque les facteurs de personnalité se développent au fur et à mesure de nos vies, par rapport à nos parcours,
par rapport à notre éducation, par rapport à notre culture, nos croyances, par rapport à plein de choses. Ce qui est sûr, c'est toutes les études tentent à montrer qu'il y a certains traits il y a certaines caractéristiques de personnalité qui ont tendance à être plus à risque que d'autres. Le trait de personnalité le plus connu, c'est le perfectionnisme. Enfin, il a plus différents noms en fonction des études sociologiques, psychologiques, etc. Mais les personnes qui sont perfectionnistes, c'est-à-dire qui vont avoir tendance à vouloir faire les choses de manière très rigoureuse, vouloir toujours rendre un travail soigné, qui mettent beaucoup d'importance dans la reconnaissance du travail justement, qui mettent beaucoup d'importance dans le respect de la hiérarchie, dans le respect de la structure, bah forcément, si ces personnes, si vous regardez tout ce qu'on vient de se dire, bah ces personnes, elles sont très très arithmistes, eux, ont une tendance à être de très très grands travailleurs, à ne pas être à l'écoute de leurs besoins de repos, à toujours vouloir sauver les autres en plus. Donc en plus il y a ce côté de dire ah bah le collègue est en difficulté, bah je vais me rajouter un peu plus sur le dos. Ils vont aussi avoir tendance à avoir du mal à déléguer, ce qui est une des clés pour essayer d'éviter, lorsqu'on le peut, pour éviter de tomber dans cette boucle. Et donc forcément, au travers de ces quelques traits de ces quelques caractéristiques, il y en aurait beaucoup d'autres, hein, mais de ces quelques caractéristiques, si en plus ils n'ont pas de reconnaissance et que la charge de travail en soi ne leur posera pas de problème, mais par contre tout le reste leur posera un grand problème, eux sont très très à risque, elles et eux sont très très à risque hélas, de rentrer dans cet épuisement professionnel. On a l'isolement social. L'isolement social, ça va concerner en particulier, donc juste ici le 11e, ça va en particulier concerner les métiers qui impliquent un isolement fréquent. Donc là par exemple, on reparlait tout à l'heure du déséquilibre entre le travail et la maison. L'isolement social, quand on travaille beaucoup à la maison, par exemple, ça peut entraîner un manque de soutien des collègues. Ça peut. Des fois, on arrive quand même à créer une équipe et on arrive quand même à créer des solidarités autrement. Mais l'isolement social, en particulier sur le travail à distance, est un facteur de risque important. Dans les trois autres éléments, on va retrouver l'exigence émotionnelle élevée. L'exigence émotionnelle élevée vont concerner les professions qui nécessitent une gestion constante des émotions. Par exemple, la compassion, l'empathie, envers le client par exemple, envers les patients pour la médecine, mais par exemple les personnes qui travaillent dans les services clients sont des personnes qui sont particulièrement exposées à ces risques-là. Les personnes comme les pompiers aussi, comme les policiers, les personnes comme les médecins sont particulièrement à risque d'épuisement professionnel de par la nature même de l'exigence de la maîtrise permanente des émotions. Et ça entraîne encore une fois de plus l'augmentation du risque de burn-out. L'épuisement professionnel antérieur, c'est-à-dire que lorsqu'on a déjà connu un épisode d'épuisement professionnel dans sa vie, on est plus à risque d'en rencontrer un nouveau. Voilà. Et enfin, le changement organisationnel fréquent. Le changement organisationnel fréquent, lui aussi, est un facteur de risque psychosocial très très important. C'est-à-dire que ce dont on était sûr, c'est pareil, en fait, ça revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure, mais les réorganisations fréquentes, les fusions, les acquisitions, les changements de direction, tout ça, ça crée de l'incertitude. Les changements d'équipe, les turnovers importants dans les équipes, ça crée de l'incertitude auprès de chacun d'entre nous. Et tout ça mis bout à bout fait que on voit donc l'incertitude, comme je disais, l'incertitude finit toujours par créer de l'inquiétude, du stress chronique, si ça arrive souvent. Et en regardant ces 14 items, on se rend compte que finalement,
hélas, je pense que beaucoup d'entre vous avez connu ou connaissez des structures ou peut-être des moments de votre vie au cours desquels soit, et je ne le souhaite pas, hein, soit on a pu être à la limite de la bascule dont on parlait tout à l'heure, soit où on voit qu'on est confronté, on peut être confronté à différents facteurs de risque. L'épuisement professionnel, donc là c'est juste un autre schéma pour comprendre un petit peu de quoi il s'agit. C'est juste se dire que donc on a des facteurs liés au travail, des facteurs liés à l'individu, ce dont on parlait juste avant. On a une exposition prolongée. Hop, si on continue et qu'on a une absence de régulation, et à ce moment-là, il va se passer deux choses. On va avoir le stress chronique dont on parlait tout à l'heure, et le stress chronique va lui aussi jouer sur une possibilité d'un syndrome d'épuisement professionnel, qui va se traduire mécaniquement par une série de symptômes physiologiques. Donc on en parlait tout à l'heure, pour le stress chronique, on va avoir de l'hypertension artérielle, on va avoir des insomnies qui vont arriver, on va avoir des changements de comportement, des troubles du comportement, d'irritabilité, etc. De l'anorexie ou de l'hyperphagie, le fait de perdre de l'appétit ou le fait au contraire de manger un peu plus. Donc physiologique, cognitif, des troubles de la mémoire, des troubles de la concentration, émotionnels, j'en parlais tout à l'heure, comportementaux, et qui peuvent mener jusqu'à d'autres maladies psychiatriques. C'est-à-dire que là on parle de l'épuisement professionnel, mais l'épuisement professionnel peut amener jusqu'à un burn-out qui doit être pris en charge d'un point de vue médical et avoir un accompagnement, mais peut se compliquer aussi d'autres maladies, notamment dépression, mais d'autres aussi. Je vous remettrai, si vous voulez, le guide d'aide à la prévention. C'est un guide de 22 pages, mais qui n'est pas lourd à lire. Il y a beaucoup de pictos, c'est un peu en bande dessinée, c'est très bien fait. Je le remettrai sur le Discord en PDF. C'est en open source, hein, c'est public. Donc, je vous le mettrai sur le Discord. Enfin, c'est juste pareil, c'est un petit schéma juste pour recomprendre, resituer tout ce qu'on s'est dit. Là, je vais vous parler d'un cas clinique. C'est une patiente que j'ai vue en cabinet quand j'étais en vague chez le Prat, il y a un moment. Et j'ai anonymisé, évidemment, c'est anonymisé, hein. Le nom est anonymisé, mais c'est un véritable cas. Un parcours, une histoire. Cas clinique de burn-out, Camille, 32 ans, cadre dans une entreprise de marketing. C'est une femme de 32 ans qui est célibataire, sans partenaire de vie, donc c'est une redite, mais bon, qui est célibataire, qui est cadre dans une agence de marketing depuis 7 ans, qui a toujours été très investie et très proactive, qui est connue pour ses bonnes performances, sa capacité à gérer plusieurs projets en même temps. Donc si vous vous souvenez de ce dont on vient de parler, là, les 14 petits items, on est vraisemblablement, même s'il est beaucoup trop tôt pour en parler à ce stade, mais on est vraisemblablement chez quelqu'un qui est très investi, etc. Peut-être est-ce justement une de ces personnes perfectionnistes dont on parlait. Cependant, depuis 6 mois, elle commence à ressentir, donc sans raison apparente, c'est-à-dire que pour cette fameuse Camille, depuis 6 mois, elle commence à être fatiguée, de plus en plus. Elle commence à avoir des signes de stress qu'elle n'avait jamais expérimenté jusqu'à présent. Il y a des moments où elle n'arrive plus à juguler. Bon, ok. Et puis, le matin, elle commence à avoir du mal à se lever. C'est-à-dire qu'elle fait des nuits d'environ 8 heures, mais le matin, elle a du mal à se lever. Elle se sent épuisée dès le début de la journée, même après un week-end où elle ne fait plus rien. C'est-à-dire que ces week-ends, elle ne fait que se reposer. Et le lundi, quand elle se lève et qu'elle a passé une bonne nuit de sommeil et qu'en plus ce week-end, elle n'a absolument rien fait, elle est directement en début de semaine, elle manque d'énergie pour accomplir ses tâches quotidiennes. Donc fatigue persistante. Ce qui la motivait auparavant, ce qui l'intéressait, comme par exemple la gestion de ses projets, ça devient une tâche lourde.
elle ne ressent plus du tout l'accomplissement à la fin de sa journée de travail. Avant, elle animait des équipes, elle animait des projets, etc. Là maintenant, elle le fait à contre-cœur presque. Et à la fin, elle ne ressent aucune forme de satisfaction de ce qu'elle a fait. Pire que ça, nous, quand on la voit au cabinet, elle nous le dit telle qu'elle se sent vide. Elle le dit comme ça, qu'elle se sent vide, qu'elle ne trouve aucune satisfaction dans son travail, même lorsqu'elle réussit ses missions ou qu'elle reçoit des compliments de ses supérieurs. C'est-à-dire qu'à ce stade-là, elle continue à travailler, elle continue à réussir les objectifs, mais lorsqu'on lui dit c'est bien ce que tu as fait, etc., ça lui fait ni chaud ni froid. Donc elle a une perte de motivation. Elle a des symptômes physiques. Elle a de manière très fréquente mal à la tête, un peu des tensions musculaires, elle a l'impression d'être tendue, en particulier au niveau du cou et au niveau du dos et des épaules. Toujours très tendue, ici. Et quand on essaye un petit peu à la palpation pendant l'examen, on regarde un petit peu le dos, en effet, on a l'impression qu'il y a une hypertonie musculaire. Elle nous explique aussi qu'elle a du mal à dormir, qu'elle se réveille très souvent au cours de la nuit, ce qui lui arrivait pas avant, et que à chaque fois, ses pensées, avec des pensées envahissantes autour du monde du travail. Elle a aussi mal à l'estomac, elle commence à avoir des problèmes digestifs, elle a mal à l'estomac tout le temps. Elle a des remontées un peu acides, et que ça ne lui était strictement jamais arrivé. Quand on l'interroge un petit peu plus, puisque là je l'ai fait en 2 temps, mais quand on l'interroge un petit peu plus, elle nous dit, bon, au niveau des activités, qu'est-ce que vous faites à côté du travail, etc. Elle nous dit, en fait, ça fait un moment, au début, ça fait un moment que je sors plus trop. Avant, je sortais, j'allais déjeuner, après le travail, des fois, j'allais prendre un verre avec mes collègues. Bon, maintenant, c'est vrai que ça fait un moment que je préfère manger seul dans mon bureau et je me détache de l'équipe. Et on lui dit, mais ça fait à peu près combien de temps? Ça fait à peu près... C'est à peu près en même temps que c'est arrivé tout ça. C'est que ça a commencé à s'installer en même temps. De plus, elle nous explique que elle n'est plus du tout en phase avec les objectifs. Elle qui a toujours été depuis qu'elle travaille, puisque je crois que c'était sa première, juste après son école, c'était la première boîte dans laquelle elle a travaillé, quelque chose comme ça, ou peut-être la deuxième, mais elle avait été toujours en phase avec son entreprise. Mais là, depuis quelque temps, elle ressentait une espèce de cynisme, c'est-à-dire que elle trouvait que sa qualité de travail était pas en adéquation par rapport aux objectifs et aux attentes, qu'elle trouvait qu'il n'y avait plus du tout de sens aux objectifs donnés par l'entreprise, et qu'elle ne ressent absolument plus aucune petite sensation de célébration. Auparavant, à chaque fois qu'elle... Je me souviens, c'était qu'ils avaient des objectifs de production, ils avaient des objectifs chiffrés et, par semaine, et à chaque fois qu'ils atteignaient leurs objectifs de production, ils avaient une espèce de petit saladier, et il y avait quelqu'un tirait un papier au sort, et cette personne allait payer un coup à tout le monde, à payer tout le monde après le travail. Et bien là, ou à rapporter les croissants, ou rapporter quelque chose. Et bien là, pour le coup, elle avait fait tirer ce mécanisme-là. Donc du coup, il n'y avait plus d'envie de célébrer même les petites victoires qu'auparavant elle aimait célébrer avec son habitude. Elle aimait célébrer avec son équipe. Enfin, elle nous explique qu'elle éprouve de plus en plus de difficultés à se concentrer sur ses tâches, que ses pensées partent un petit peu de partout, et ça lui prend beaucoup plus de temps qu'auparavant pour mener à bien ses projets, et chose qu'elle ne faisait jamais, elle commence à procrastiner. C'est-à-dire qu'elle commence à dire, je reporte cette tâche qui est importante, mais je la reporte à plus tard. Et ça, en fait, ça accentue, au moment où il va vraiment falloir le faire, ça accentue son stress et son sentiment de culpabilité. Quand on l'interroge un petit peu,
euh, on lui demande si son contexte professionnel a évolué. Et là, Camille nous dit qu'elle travaille dans une équipe qui est en constante évolution, avec une charge de travail qui est de plus en plus lourde, que ça fait plusieurs mois que l'entreprise raccourcit les délais, que les délais sont de plus en plus serrés, alors que les objectifs, eux, sont de plus en plus ambitieux, et que on lui a, sans jamais trop lui dire officiellement, ses responsabilités se sont accrues, notamment avec la gestion de nouvelles équipes et de nouveaux clients. Donc quand il y avait des personnes, des nouveaux entrants, on lui disait bah, tu vas t'occuper de telle personne, puis on a un nouveau client, etc. Mais vous voyez ce flou dont on parlait tout à l'heure, organisationnel, qui pèse sur elle. Au niveau de ce qui est de l'externe, donc elle est sous pression constante et elle ne se sent... Elle ne souhaite pas, elle ne se sent pas la légitimité, devrais-je dire, c'est comme ça qu'elle l'exprime en tout cas, de demander de l'aide. Elle hésite beaucoup à partager ses difficultés avec ses supérieurs parce qu'elle travaillait dans une entreprise avec des gros enjeux. Donc elle se dit, si j'exprime mes difficultés à mes supérieurs, ça va être perçu comme un signe de faiblesse. Si c'est le cas, ils vont moins me donner de travail. S'ils me donnent moins de travail, je vais être de moins en moins utile. Enfin, mes supérieurs vont considérer que je suis de moins en moins utile. Et à mon âge, à 32 ans, elle est très carrière drivée. Je vais pas atteindre ce que je souhaite. Donc, par rapport à tout ça, son objectif, c'est je maintiens le cap, je tiens le coup et je gère tout toute seule. Bon, moi je vous explique tout ça parce qu'en fait ça résulte d'une consultation, évidemment, puisqu'elle finit fort heureusement par consulter. Donc on la reçoit au cabinet avec le médecin chez qui j'étais en stage, chez Vac chez le Prat. Et après beaucoup de temps en réalité, hein, je crois que sa première consultation ça faisait déjà plusieurs mois que c'était installé. Mais elle consulte son médecin généraliste, qu'elle ne voit quasiment jamais. Et initialement, elle lui dit j'ai mal à la tête et puis j'ai un peu mal au ventre. C'est ça, j'ai mal au ventre, j'ai des remontées un peu acides et je suis fatigué. C'est les trois choses. Et par rapport à ces trois symptômes exprimés initialement, en fait la consultation se transforme complètement, c'est-à-dire que le médecin se rend compte que le problème n'est absolument pas un problème gastrique où il faut mettre un IPP ou je sais pas quoi, mais que c'est quelque chose de beaucoup plus global et complexe. Et il prend le temps de l'interroger et de l'écouter. Donc toute l'histoire que je viens de vous raconter, c'est ce qui résulte de l'entretien qu'il y a eu et de l'examen clinique. Évidemment qu'elle est mise en arrêt de travail. Et il y a une prise en charge médicale et paramédicale avec notamment une équipe psychologique pour pouvoir entamer une TCC, c'est-à-dire une thérapie cognitive et comportementale, pour notamment apprendre à mieux gérer son stress, à mieux gérer ses émotions et prendre le temps de repos nécessaire parce que à ce stade, le repos était indispensable. Donc la prise en charge a reposé sur un accompagnement médical, un arrêt de repos de travail, un arrêt de travail pour une mise au repos, un accompagnement psychologique sur une TCC, et en plus de ça, il y a eu évidemment d'autres médicaments qui ont été proposés et mis en place ensuite, et en plus, elle de son côté, quelques semaines ou mois après, je sais plus, elle a pris un coach en gestion du stress, etc. Mais ça, vous voyez concrètement, c'est ce cas, c'est en analyse par rapport à tout ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Il y avait les facteurs de risque dont on a parlé, surcharge, manque de reconnaissance, dysfonctionnement dans l'équilibre vie professionnelle, vie privée. Oui, elle était seule, elle accumulait beaucoup trop de responsabilités, elle était beaucoup trop sollicitée, elle n'avait pas de répit, elle était reconnue comme un pilier, mais pour autant
ses efforts n'étaient pas suffisamment pris en compte par la hiérarchie. Cela contribuait à un sentiment de frustration. Il y avait une confusion sur les rôles au sein de l'entreprise. Et évidemment, elle passait sa vie au travail et elle se coupait elle-même et c'est pas pour la blâmer du tout, hein, mais elle se coupait de toute activité en dehors du travail. Et même au travail, elle s'isolait du reste de l'équipe. Ça, c'est donc tous les facteurs de risque une partie des facteurs de risque qu'on a vu tout à l'heure. Et donc ici, en termes de gestion du stress, bon, en termes de prévention, qu'est-ce qu'on aurait pu imaginer? On aurait pu imaginer que si elle avait pu elle s'était sentie légitime pour demander de l'aide, si elle avait connu peut-être les premiers signes de surcharge, si elle était venue peut-être plus tôt auprès d'aide médicale, peut-être qu'on aurait pu prévenir le burn-out, parce que là on était vraiment dans un cas avéré. Évidemment, si elle avait réussi à mettre en place une communication ouverte et libre, sans risque et sans crainte, avec sa hiérarchie par exemple, pour exprimer ses besoins, éventuellement parler de réajustement par rapport à son activité, c'eût été important. Et évidemment, dans un monde parfait, on aurait eu une réponse de l'entreprise qui aurait pu proposer une réponse institutionnelle. Donc voilà, une analyse de cas d'une véritable patiente qui a pu reprendre son activité après plusieurs mois d'arrêt, mais qui a pu reprendre son activité et donc ça c'est la vraie vie. Ça c'est la vraie vie d'épuisement professionnel. Quelles sont les solutions pour prévenir ce phénomène? Alors, la première des solutions, et ça c'est plutôt une très très bonne nouvelle, c'est que si on s'est bien compris jusqu'à présent sur ce qu'on s'est dit, la première des solutions, c'est de connaître les signes. Donc, dès qu'on voit apparaître un manque de motivation, un débordement émotionnel, des problèmes de santé, donc par exemple des maux de tête, on commence à avoir le cœur qui bat un peu plus vite, quand on a un isolement social, quand on a un changement dans ses habitudes alimentaires, que ce soit une perte d'appétit, que ce soit un changement des aliments qu'on a, quand on a une perturbation du sommeil, un épuisement, quand on a la boule au ventre, tout à fait, la boule au ventre, c'est une manifestation physique. C'est, vous savez, quand je vous parlais tout à l'heure de la projection douloureuse d'organes nobles, souvent on a mal à la tête, on a mal au cœur, on peut avoir des palpitations, on peut sentir son cœur mal dans la poitrine, on peut avoir mal au ventre, on peut avoir la boule au ventre, le stress de la boule au ventre. Tout ça, ce sont des manifestations qui existent. Quand on voit une réduction de ses performances, parce qu'on essaie de travailler mais on fatigue et on continue à travailler, on tire sur la corde, souvenez-vous, c'est le stress chronique qui peut arriver jusqu'au burn-out. Donc on a une réduction de nos performances. Quand on perd la passion, la joie de vivre, et qu'on néglige de soigner, de se prendre soin de soi, eh bien, quand on connaît ces signes-là, quand on commence à les accumuler, on sait qu'il faut faire quelque chose. Mais alors quoi faire? Je tiens quand même à dire que womanfirst.eu, c'est une structure qui travaille pour la féminisation des entreprises, des grandes entreprises dans lesquelles il y a peu de femmes encore, hélas. Mais les études varient, mais ce qu'il faut se dire, c'est que le stress chronique, à minima, le stress chronique, près de 8 actifs sur 10 l'ont connu. Le burn-out tel que je vous l'ai décrit pour la patiente que j'ai appelée Camille, heureusement il n'y en a pas autant, mais hélas c'est quelque chose qu'on peut être nombreux et nombreuses à rencontrer. Donc, une fois qu'on connaît les signes, je vais vous refaire un peu le même topo que je vous avais fait pour Movember, mais j'ai un peu changé les choses. Prévenir l'épuisement professionnel, déjà, ça va être réussir à gérer son stress au quotidien. Et là, vous allez me dire, ouais, mais Patch, tu nous dis ça à chaque fois. Ça a l'air vraiment facile quand tu nous parles de gérer le stress.
Mais en fait, ça l'est pas du tout, hein. Moi, j'ai du mal à gérer mon stress au quotidien. Bon, qu'est-ce qui est important là-dedans? C'est d'apprendre à identifier ce qui nous stresse au quotidien et à trouver les moyens efficaces pour le gérer. On est tous différents par rapport à ça. On réagit tous de manière différente. Et donc, une fois que on s'est dit ça, il faut qu'on arrive chacune à trouver ce qui nous inquiète, ce qui nous stresse, etc. Et de mettre en place des techniques. Je vais encore vous en parler de plein aujourd'hui, mais des techniques de respiration profonde, de méditation, d'exercice de relaxation, ça c'est une possibilité, parmi d'autres. L'autre chose aussi, c'est de se dire que le corps humain a besoin de pauses de détente. Le corps humain a besoin de pauses régulières pour récupérer. En faire moins pendant quelques minutes peut augmenter la productivité à long terme. C'est-à-dire que si on s'arrête, et je vais vous présenter une méthode, mais il y en a plein d'autres, hein. Je vais vous présenter une méthode tout à l'heure qui a démontré l'efficacité de faire des pauses. Voilà, l'efficacité de faire des pauses en termes même d'efficacité au travail, pour son bien-être et pour le travail. Donc l'importance de la détente et de la pause. L'importance de la vie personnelle et professionnelle. Là, c'est pareil. Et ça, on est tous différents. Il y a des personnes qui vont vouloir travailler beaucoup, des heures et des heures et des heures, et qui seront très heureux par ailleurs. D'autres qui ont un besoin. Ce qui est essentiel, c'est que vous trouviez votre équilibre. Quel équilibre on peut trouver pour à la fois avoir du temps pour vous, pour vos loisirs, pour vos proches et pour le travail. Il faut réussir à trouver cet équilibre qui n'est pas évident, mais qui est un travail du quotidien. Et je vous donnerai des tips. Éviter la surcharge. Pour éviter la surcharge, la plus grande chose que moi je vous conseillerais d'apprendre à faire si vous l'avez pas encore, si c'est pas facile pour vous, c'est d'apprendre à dire non. En fait, apprendre à dire non, c'est apprendre à poser des limites claires. Et ça permet de gérer sainement ses priorités qui sont essentielles. On se sent débordé. Je prends un exemple. On se sent débordé dans son quotidien. Ok. Il vaut mieux dire à son supérieur hiérarchique que on va pas pouvoir tenir le délai, plutôt que de dire oui, bah donne-le-moi et finir par se surmener. Bon, l'optimisation du travail, c'est organiser sa journée de manière équilibrée. C'est utiliser des outils, quel que soit l'outil que vous voulez utiliser, des to-do list, des applications, je vais vous en présenter 7 ou 8 tout à l'heure si vous voulez, des applications, des to-do list, peu importe, c'est de savoir ce que vous faites à 12h37, ou peut-être pas aussi précis que ça, mais en fonction de votre besoin et votre degré de précision, de savoir ce que vous faites à tel moment et pas à un autre. Et ce faisant, vous arrivez à organiser votre journée, votre semaine, votre mois, votre année, votre trimestre, etc. Ne pas négliger, surtout ne jamais négliger le soutien social et la communication. Le soutien social, c'est vous dire que si vous êtes dans le dur aujourd'hui, ou si vous l'avez été, on l'a tous été dans le dur. Donc on a tous et toutes des petites astuces. Comment est-ce qu'on a fait pour s'en sortir quand ça a été difficile? Il faut partager. Il ne faut pas hésiter à partager ses préoccupations dans son entourage, auprès de personnes qui sont susceptibles de pouvoir nous apporter des solutions, une expertise ou un retour d'expérience. Donc vraiment, et puis encore une fois, hein, on est co-responsable de l'environnement de travail dans lequel on est. Donc ça veut dire que si on essaye d'établir une bonne communication avec nos équipes, notre équipe, avec l'environnement de travail, etc., ça réduit les risques de burn-out. Donc, au niveau des solutions concrètes, on a des pratiques individuelles et on a des pratiques collectives. Au niveau des pratiques individuelles, il faut apprendre, lorsque c'est possible, à déléguer. Parce que c'est toujours cette phrase, hein, c'est tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Lorsqu'il est possible de déléguer, ça dépend de notre activité, il ne faut pas hésiter à le faire ou à travailler en équipe lorsque c'est possible. Ensuite, pour ce qui est des routines saines, je vous reparlerai
de certains livres et puis des applications, des applications, c'est d'avoir une activité physique régulière, une alimentation saine et équilibrée, avoir des rythmes de sommeil réguliers, de bien intégrer des pauses pendant sa journée, des pauses actives, de marcher, de faire des étirements, d'aller prendre un peu l'air, etc. Et aussi d'apprendre à se déconnecter. L'importance de couper les notifications professionnelles en dehors des heures de travail. Donc ça, c'est la technique, c'est la fameuse technique Pomodoro dont je voulais vous parler. C'en est une, il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup de différentes. Bon, c'est une technique qui date des années 80. La technique, c'est qu'elle se passe en fait en 5 étapes. La première étape, c'est décider de la tâche à effectuer. Donc, ensuite on règle son minuteur sur 25 minutes et on effectue la tâche. On effectue la tâche, à la fin le minuteur sonne des 25 minutes, on prend une courte pause, on va dire 5 minutes à chaque fois, et on répète le cycle 4 fois. Donc 25 minutes, pause de 5 minutes, 25 minutes, pause de 5 minutes, 25 minutes, pause de 5 minutes, 25 minutes, et à la fin du quatrième cycle, au lieu de faire une courte pause, puisque mine de rien, on aura déjà travaillé 2 fois 50 minutes au total, et à chaque fois on aura été très focus sur sa tâche, eh bien on s'accorde un temps de récupération un peu plus long, de 20 à 30 minutes. Et ça, c'est pour justement se donner ces temps dont je vous parlais de repos actif, mais il existe d'autres techniques pour les personnes sur les chantiers, pour segmenter leur temps et avoir des temps de repos aussi. Donc voilà, ça c'était juste une proposition. Ils ont un avantage incroyable, ces livres, c'est que ils vous proposent des manières différentes d'appréhender des sujets dont on a parlé. Avaler le crapaud de Brian Tracy, c'est un livre qui va vous expliquer, dans notre vie tous les jours, on a un crapaud, on a même un, voire plusieurs crapauds, c'est-à-dire des choses pas très jolies, mais qui sont là dans notre vie, qu'on doit absolument faire, c'est ça le crapaud. Et on est obligé de s'en occuper, et on n'a pas envie de le faire. Et généralement, c'est plus le crapaud est important, donc plus la chose est importante, etc., moins on a envie de la faire. Et donc toute la théorie de Brian Tracy, c'est un livre pratique, en 21 mini-exercices, un livre court qui fait 200 pages, un peu moins de 200 pages, et qui est très intéressant parce qu'il donne des tips pour avaler le crapaud, et aussi, premièrement pour avaler le crapaud, et deuxièmement pour aussi dire, bon bah ça c'est pas un crapaud, en fait ça c'est un tétard, et donc fondamentalement, soit j'ai pas forcément à m'en occuper, ou alors je m'en occupe, mais c'est pas important. Donc en fait c'est un livre à la fois qui permet de prioriser nos tâches, et un livre qui nous permet aussi de dire bon bah ça, et puis de nous attaquer à nos tâches. Ça nous permet de nous prioriser nos tâches et nous y attaquer tout de suite. Et un livre qui est très facile à lire, puisque à la fin des 21 chapitres, puisqu'en fait ce petit livre est fait en 21 chapitres, à la fin de chaque chapitre, qui doit faire, honnêtement je sais plus, un chapitre doit faire 5 pages à peu près, la dernière page du chapitre, c'est un mini exercice entre guillemets en disant bon bah dorénavant écris les 3 crapauds, les 3 grosses tâches que tu devrais faire cette semaine, par exemple. Et en fait tout au long du livre, l'auteur nous donne des pistes comme ça. Encore une fois, hein, c'est dans les 21 conseils, moi j'applique pas les 21 tous les jours, mais il y a des choses qu'on peut retirer. Ensuite, l'art subtil de s'en foutre, que je trouve pareil essentiel, c'est ce qui permet de encore plus ce livre-là. Donc là c'est un journal où vraiment l'auteur écrit une page et nous dit bon, voilà écris voilà ce que tu dois faire, et sur les pages d'après écris ce que je te propose de faire. Et en fait on écrit à deux avec l'auteur entre guillemets, on écrit à deux comment dire, des pistes pour identifier ce qui est crucial et ce qui doit être fait et ce qui ne l'est pas.
Donc avaler les crapauds, c'est plein de petits guides méthodiques pour nous proposer à organiser nos journées, par exemple, ou nos semaines. L'art subtil de s'en foutre, c'est plutôt un livre, et même dans son, on le voit, hein, dans son appellation, c'est un livre qui est fait pour nous réveiller, pour nous dire, hey, en fait, je sais pas si tu te rends compte, mais il y a plein de trucs que toi tu penses qui sont en fait essentiels, mais qui dans ta vie ne te servent strictement à rien, alors qu'il y a d'autres choses qui le sont peut-être beaucoup plus. Donc c'est un autre format qui est intéressant, pour penser à contre-courant, pour être soi-même, et aussi pour penser un peu contre soi-même, et ça c'est toujours intéressant. Le Miracle Morning, moi je trouve que c'est le livre le plus des 4, c'est le livre qui a le plus changé ma vie. C'est un livre qui propose une routine de vie. Donc vous vous souvenez quand juste avant j'expliquais pour la santé mentale, c'est bien d'avoir une routine de vie dans laquelle on arrive à intégrer de l'activité physique, on arrive à faire ceci, on arrive à faire des exercices de respiration, on arrive à gérer son stress, etc. Le Miracle Morning, c'est un livre qui vous donne clé en main une méthode, il en existe plein d'autres, mais une méthode qui prend 1 heure par jour, mais qui peut prendre moins, si vous n'avez pas 1 heure par jour pour le faire. Mais moi je le fais 1 heure par jour. Et qui fonctionne de la manière suivante. C'est dès que vous vous levez, puisque Hal Elrod part d'un principe simple, c'est que on aimerait tous toujours faire quelque chose pour soi, sauf qu'on ne trouve jamais le temps. Soit on dit bah, je vais le faire pendant le travail, mais pendant le travail j'ai pas le temps. Soit on le dit je vais le faire entre midi et 2, mais entre midi et 2 c'est la course. Soit je vais le faire le soir, mais le soir bah, je rentre, je suis fatigué déjà. Ensuite, j'ai peut-être des enfants, j'ai une vie de famille, j'ai plein de trucs, et puis je dois préparer à manger, puis ensuite c'est déjà l'heure, et puis hop, hop. Donc Hal Elrod, il dit, bon, bah, le seul moment, c'est le matin. C'est donc 1 heure plus tôt que le moment où on se lève. Et là, tout le monde dit, ah non, moi je suis pas du matin, moi je suis... En fait, Hal Elrod explique, bah, en fait, si on peut tous et toutes devenir du matin, puisqu'il faut entre 21 et 23 jours, il s'appuie sur une étude d'Harvard pour l'expliquer. Et on peut tous créer des habitudes de vie. On peut tous aussi, heureusement, se déshabituer de certaines choses. Et Hal Elrod donc propose de dire, bah voilà, vous suivez le Miracle Morning pendant à peu près 1 mois, et vous le faites tous les jours, et puis après vous le faites tout au long de votre vie, puisque vous vous rendrez compte que si vous ne le faites plus, votre journée sera vous serez moins bien pendant votre journée. Et alors moi qui représente rien, mais à titre personnel, je suis d'accord, puisque pour le pratiquer, les rares matins où j'ai pas le temps, où il y a eu une complication ou je sais pas quoi, généralement c'est les journées où il se passe des trucs à la con, quoi. Donc comment ça se découpe de manière très rapide. Il dit bon bah on se réveille, peu importe l'heure à laquelle vous vous réveillez, vous dites je mets mon réveil 1 heure plus tôt. Si 1 heure c'est trop long, enfin si vous avez besoin absolument d'1 heure, vous pouvez le faire en 30 minutes, mais c'est pas grave, mais moi je pars sur 1 heure. Vous mettez votre réveil 1 heure plus tôt, vous vous réveillez, vous buvez un grand verre d'eau. Et ensuite vous vous installez dans un endroit, au calme, et vous commencez pendant 10 minutes, à chaque fois ce sont des exercices de 10 minutes de respiration, de méditation, de sophrologie, de prière si vous êtes croyant, 10 minutes de silence en fait. On commence sa matinée en se réveillant et par 10 minutes de silence. Suivi de 10 minutes d'affirmation. Ça c'est très américain, mais c'est le fait de dire bon, aujourd'hui, je vais réussir ce que j'entreprends. Je suis, et vous le répétez 3 ou 5 fois à chaque fois, mais le livre l'explique très bien. Je vais réussir ce que j'entreprends. J'ai le contrôle de ma vie entre mes mains. Je prends l'entière responsabilité de ce qui m'arrive. Et vous répétez ça plusieurs fois. Pour que ça en devienne une conviction, en fait. Pour qu'il n'y ait pas un doute. Que ce qu'on peut être au début penser être de l'autocroyance ou je sais pas quoi, non, en fait, ça devienne évident. Quand vous répétez toutes vos études, par exemple en médecine, que oui, je vais avoir minimum 15/20 à tous mes partiels, je vous assure, l'expérience en est, j'ai jamais eu moins de 15 par exemple. Mais c'est pas que ça qui le fait, mais c'est l'état d'esprit dans lequel ça nous met tout au long de notre vie. Donc 10 minutes de silence, 10 minutes d'affirmation, 10 minutes de lecture, où là, puisqu'on a tous des livres, tous plus ou moins, mais
des BD, des livres, n'importe quoi, des trucs, on dit ah ouais, il faudrait que je lise, il faudrait que je prenne le temps de le lire, mais on prend jamais le temps. Bah si vous accordez 10 minutes tous les jours pour lire, que 10 minutes, même si à la fin ça fait que quelques pages, bah à la fin de l'année vous aurez lu beaucoup plus que l'année d'avant. Et beaucoup plus que peut-être même les 10 dernières années, si oui, ça fait 10 ans que vous vous dites j'aimerais bien lire mais j'ai pas le temps. Et bah ça c'est pareil, c'est des petits accomplissements. Et des petits accomplissements tous les jours, ça fait commencer la journée sur de très bonnes bases. Ensuite, il nous propose 10 minutes d'écriture. 10 minutes d'écriture où on écrit ce qu'on veut, ce qui nous passe par la tête, des choses positives. L'idée, c'est de créer quelque chose de positif. Donc ça peut être un journal intime, ça peut être un journal d'objectifs, ça peut être ce que vous voulez. Si vous avez envie, si vous êtes en train d'apprendre une langue, vous pouvez écrire dans une langue étrangère pour essayer de vous exercer. Ça peut être plein de choses, mais quelque chose de positif pendant 10 minutes. Ensuite, 10 minutes de visualisation, ce qui je pense être l'une des clés de la méthode. La visualisation, vous voyez, c'est, moi je prends toujours cet exemple, c'est comme les pilotes de Formule 1. Un pilote de Formule 1 ou un skieur professionnel, enfin les grands sportifs professionnels, avant une compétition, avant une course, ils visualisent ce qu'ils doivent faire, etc. à telle ou telle minute, et ils savent, toujours ce que je dis, ils savent par exemple que à la minute 17, enfin 1 minute et 17 secondes, il y a une double chicane et il faut être particulièrement concentré pour les pilotes de Formule 1, parce que si on rate le virage, et ben on finit dans le décor et ça finit très mal. Bah, la visualisation, c'est exactement ça. La visualisation, c'est, bon, alors aujourd'hui, je dois me préparer. Une fois que je me prépare, je sais qu'à 8h, je dois aller travailler. Avant ça, je dois déposer les enfants à l'école, si j'ai des enfants. Bon, ok, je vais travailler. Alors aujourd'hui, ah oui, au travail, il y a telle personne qui vient pour une réunion machin. Ok, j'ai préparé mes trucs. Ok, c'est nickel. Bon, alors le chef va être peut-être un peu chiant aujourd'hui parce que il va être stressé parce qu'il y a le grand boss qui vient. Donc du coup, je sais que s'il est un peu sur les nerfs, bah, je me prépare à ça psychologiquement. Et puis cet après-midi, ah bah ce soir il y a l'anniversaire de mon compagnon ou de ma compagne. Ah oui, donc du coup je sais qu'à 17h30 j'ai commandé un gâteau, il faut que j'aille le chercher. Et vous découpez comme ça votre journée. Si c'est pas une journée, ça peut être une semaine. C'est ah bon, bah je sais que jeudi je dois partir aux États-Unis, donc ça veut dire qu'avant ça, mercredi, il faut que j'ai préparé telle ou telle chose. Enfin, ça dépend de vous, mais l'idée c'est de visualiser votre journée, votre semaine, votre mois, votre année, en fonction de votre objectif, et de voir quelles vont être les grandes étapes où il peut se passer quelque chose de compliqué, pour se dire, bon bah s'il se passe un truc compliqué, qu'est-ce que je fais en face pour répondre à ça? Et ce faisant, bah, soit il se passera rien de compliqué et ça sera fantastique, soit il se passera quelque chose de compliqué mais vous l'aurez déjà vu, donc c'est pas très grave. Et enfin, la dernière étape, c'est l'activité physique. Il nous dit, bon bah voilà, vous avez fait 50 minutes d'autre chose, bah 10 minutes d'activité physique, je vais marcher, je vais faire des exercices d'étirement, je vais faire des exercices des pompes, si je peux faire des pompes. Enfin voilà, 10 minutes d'activité physique. Et ça, c'est une des routines proposées par ce livre. On trouve les éléments, comme je vous le disais, l'alimentation, le fait d'avoir une activité physique régulière, le fait d'avoir des temps de relaxation, d'avoir une hygiène de sommeil qui correspond à vos besoins, et le fait d'avoir une bonne hydratation. Ce sont donc quelques applications, puisqu'on vit aujourd'hui dans un monde connecté, ce sont quelques applications qui peuvent vous aider, parce que moi je vous ai parlé des livres, je suis un peu old school, mais ça peut être aussi des applications qui peuvent vous aider. La première, Headspace. Headspace, c'est une application de méditation en pleine conscience qui propose des exercices de respiration, de relaxation, de gestion du stress, et qui peuvent être particulièrement efficaces pour l'épuisement professionnel. Dans les fonctionnalités, on va avoir des méditations guidées, on va avoir de la relaxation, on va avoir des exercices pour améliorer sa concentration et son stress, et toutes ces applications sont toutes disponibles sur iOS et sur Android. Hein. Donc la première, c'est celle-ci. La seconde, qui propose, donc qui s'appelle Calm, la seconde propose pareil des méditations axées sur la réduction du stress. Elle propose aussi des sessions de relaxation, des sons apaisants cette fois-ci, des exercices de respiration qui peuvent aider
à la fois pour l'endormissement, mais à la fois, vous savez, quand je vous parlais tout à l'heure, la pomme, là, où on fait 5 minutes de pause, et ben, dans cette deuxième application, il existe des tout petits exercices où pendant 3-5 minutes, on a juste à mettre ses écouteurs et se laisser guider pendant 3-5 minutes, et après, on peut reprendre le travail. Donc voilà, donc on retrouve pareil, musique, visualisation, histoire pour amélioration, etc. L'Insight Timer, c'est une application entièrement gratuite qui propose une large bibliothèque de méditation guidée, de musique, qui permet de suivre des pratiques de méditation et de relaxation sur mesure, c'est-à-dire que dans Insight Timer, celle-ci, vous pouvez adapter par rapport, une fois que vous avez un peu bidouillé, un peu farfouillé, j'ai envie de dire, dans l'application, vous pouvez adapter les musiques, les conseils, les voix, etc. Et ça permet d'avoir une pratique beaucoup plus autonome. Et celle-ci a une fonctionnalité qui est intéressante également, c'est qu'il y a une communauté pour échanger, si vous le souhaitez. Et j'insiste là-dessus, puisque ces applications sont entre autres utilisées par des personnes qui souhaitent, qui sont axées sur le développement personnel, sur la prévention des risques de l'épuisement professionnel par exemple, et plein d'autres choses. L'avantage, c'est qu'au travers de celle-ci, vous avez des personnes, en plus que vous ne connaissez pas directement. Des fois, c'est plus simple de parler à un tiers qu'on ne connaît, enfin quelqu'un qu'on ne connaît pas. Vous pouvez rencontrer des personnes sur la plateforme. My Life, c'est celle-là, oui. Elle propose des programmes pour donc dédiés où on va faire chaque jour quelques minutes, une évaluation de l'état émotionnel, entre guillemets, des exercices de respiration et des rappels de relaxation. L'avantage de My Life, pour le coup, par rapport aux autres dont je vous ai parlé, c'est que vous pouvez vous pouvez avoir une espèce de calendrier de votre état émotionnel sur une période un peu longue. Donc c'est assez intéressant. Hop, Setcup, qui est donc de la même manière, qui est une application de soutien émotionnel, mais cette fois-ci 7Cup, qui est très intéressante. 7Cup, elle offre un espace de conversation avec des bénévoles formés, et il y a aussi des ressources d'auto-assistance pour réduire son anxiété, et éventuellement quand on est déjà dans des situations d'épuisement professionnel ou de dépression. Donc l'avantage de 7Cups, en bas à gauche, c'est qu'on a des personnes volontaires, des personnes bénévoles, et on a aussi des professionnels qui sont là pour alors il y a toujours ces exercices proposés, mais qui permettent d'avoir un suivi de la même manière de l'humeur, de l'état émotionnel, mais en plus qui permettent d'avoir des échanges avec une communauté qui est encore très active. Ensuite, on a Breathe, qui est une application de relaxation qui offre une variété de techniques sur le stress, la prévention, l'épuisement, telles que la méditation, la relaxation musculaire aussi cette fois-ci. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a dans Breathe, on a quelque chose de complémentaire encore qu'on n'avait pas jusque-là. C'est qu'on a toujours de la méditation guidée, des exercices de relaxation. On a aussi des propositions d'exercices de relaxation musculaire qui est développé dans Breathe par rapport aux autres. On a Sleep, que j'aime beaucoup, ce petit mouton apaisé qui dort, qui, pour le coup, cette application se concentre vraiment sur l'amélioration du sommeil, qui est un aspect, on a discuté, qui est un aspect essentiel pour prévenir le burn-out, et ça permet d'essayer d'instaurer progressivement, pas de dire de but en blanc, allez, à partir de demain, 22h, et jusqu'à la fin des temps, je me lèverai à 16h, eh bien ça permet d'installer progressivement ce dont vous avez besoin. Et enfin, la dernière qui est aussi très très intéressante, elle s'appelle Faberus. Et Faberus, c'est un planeur, donc cette fois-ci c'est une application vraiment beaucoup plus sur l'organisation globale.
qui permet d'avoir une suivi de vos habitudes de vie, des plans de bien-être, de la gestion du stress. Donc c'est une application qui est destinée à créer une routine apaisante du quotidien. Voilà. Encore une fois, hein, ce live est absolument sponsorisé par aucune de ces applications, hein, mais c'est simplement pour essayer de vous donner. Moi, à chaque fois, je vous parle des mêmes livres, etc., parce que je suis un vieux de la vieille et que j'aime bien les supports dont je vous parle. Mais comme vous pouvez le voir, il en existe d'autres, beaucoup plus modernes, et chacun d'entre eux propose un angle plus particulier. Ah bah oui, bah moi par exemple c'est plutôt le sommeil. Et bah il y a Sleep. Bah moi j'aimerais bien plutôt avoir une communauté. Bah il y a Seven Cups. Ah bah moi je préfère avoir des exercices de méditation autoguidée. Et bah ce sera plutôt Insight Timer. Ah bah moi je veux un planner. Ah bah ça sera Fabulous Daily Routine Planner. Donc vous voyez, c'est assez divers. D'un point de vue collectif, qu'est-ce qu'on peut essayer de faire ? On peut essayer de créer un environnement de travail bienveillant. Mais là, je vous ai dit, on est co-responsable. On n'est pas seul, on est co-responsable. Donc, c'est essayer de renforcer les moments de convivialité. Essayer de reconnaître et d'insister sur des efforts de reconnaissance des efforts. Lorsqu'on est encadrant, d'essayer d'avoir un management plus empathique. La mise en place d'ateliers de gestion du stress dans les entreprises ou dans les structures associatives ou autres, hein, mais en tout cas d'essayer de mettre en place, d'avoir une vigilance accrue par rapport à ça. Et évidemment, avoir un accompagnement psychologique, avec mise à disposition de psychologues du travail, de proposer des coachs de bien-être au travail, de faire des formations dédiées, parce que comme je vous le disais au tout début, si parmi vous il y a des chefs d'entreprise, vous avez bien compris que l'OMS, nous sommes, à nous toutes et tous, de prendre ce sujet à bras le corps. Donc voilà. Et donc à la fin, bah, on aura vu le panel de la santé mentale au travail. Et pour résumer, on a vu qu'il était essentiel de reconnaître les signes du burn-out. Il est essentiel de prendre soin de soi, d'établir des priorités, d'avoir un bon équilibre de vie personnelle et professionnelle. C'est vraiment essentiel. Et si on arrive collectivement à mettre ça en place, à reconnaître les signes, à prendre soin de soi, d'un point de vue professionnel, à trouver un équilibre, on pourra espérer, en tout cas sur cette thématique-là de la santé mentale, obtenir de bien meilleurs résultats que ceux qu'on a, hélas, aujourd'hui. Donc voilà pour ce qui était du live d'aujourd'hui. Qui sera sur YouTube dès ce soir. Hein. Simplement, comme je le fais d'habitude, les sources, avec à chaque fois le lien sur lequel vous pourrez cliquer, je le remettrai aussi dans les commentaires de la vidéo YouTube, hein, donc pas d'inquiétude, dans la description de la vidéo YouTube, pas d'inquiétude. Mais je le mettrai sur le PDF que je déposerai sur le Discord aussi. Donc l'OMS, que j'ai abondamment cité, l'Institut National de Recherche et de Sécurité, sur lequel je suis allé pour trouver les différents supports que je vous ai proposés aujourd'hui, et même sur le site, sur leur site qui est plutôt même très bien fait. L'HAS, évidemment, la Haute Autorité de Santé, qui propose des recommandations sur la sensibilisation et sur les différentes approches thérapeutiques pour prévenir l'épuisement professionnel. L'Agence européenne pour la sécurité au travail, là à nouveau un site qui est plutôt bien fait, puisque cette agence européenne nous propose des rapports très souvent, et puis des études sur les fameux facteurs de risque dont je vous ai parlé. Donc sur les facteurs de risque psychosociaux, donc sur l'épuisement professionnel, mais sur la santé mentale de manière générale, donc c'est très intéressant. L'âge d'homme, épuisement professionnel, prévenir l'implosion, c'est l'un des ouvrages que j'ai utilisé le plus pour préparer le live d'aujourd'hui. Dans tout ce que je vous ai dit, beaucoup de choses proviennent de cet ouvrage qui est disponible, qu'on peut trouver en ligne ou en version papier. Et puis Psychology Today, alors, qui est un site en anglais, mais qui est un site qui vraiment apporte énormément d'aspects pratiques
sur l'épanouissement et la prise en compte et la prise en charge de la santé mentale au travail, mais pas que. Eh bien, un grand merci à toutes et à tous. N'hésitez pas à aller sur le YouTube, à mettre les commentaires, etc. Ça fait progresser encore davantage la chaîne. Et j'espère que ce live vous a beaucoup plu. On se retrouvera au mois de janvier pour un live sur la contraception, pour un médicalement vôtre sur la contraception et les méthodologies de contraception et tout ce qu'il y a autour. Et ensuite, comme je vous le disais, au mois de février, il y aura également des lives avec l'intervention d'experts. On a beaucoup de choses qui arrivent sur YouTube également. En attendant, je vous souhaite un grand merci pour votre présence, vos messages, vos petits commentaires, et je vous dis à une prochaine si vous le souhaitez. Allez, ciao.